Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre à nouveau pour ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les grands points qui ont dominé l'actualité cette semaine. Michel-Joseph Martelly est d'accord avec les mesures proposées par la commission consultative pour résoudre l'actuelle crise politique. Le chef de l'État annonce des pourparlers avec tous les acteurs concernés par leur implication à compter du lundi 15 décembre 2014. Entre-temps, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte se dit prêt à démissionner de son poste pour débloquer la crise politique actuelle. Le président de la République a salué le courage du Premier ministre et a appelé les autres acteurs de la crise à consentir des sacrifices dans le même sens. Et puis la branche radicale de l'opposition politique en Haïti intensifie la mobilisation contre le pouvoir en place. Elle maintient ses manifestations de rue ces 12 et 13 décembre à Port-au-Prince, toujours pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers dits politiques. Le niveau de vie en Haïti n'a pas progressé ces 10 dernières années. C'est ce que révèle une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Au cours de l'année 2013, 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de la pauvreté et 58,5% vit dans la pauvreté. Signature d'un accord de coopération entre les ministres haïtiens et cubains de l'éducation, un accord sur 2 ans qui touchera à des aspects techniques et financiers en vue de renforcer la campagne d'éducation lancée par l'État haïtien. La deuxième édition de la Foire internationale du livre d'Haïti est lancée à Port-au-Prince. Une centaine d'écrivains vous attendent jusqu'à dimanche au palais municipal de Delma. Invité d'honneur, l'historien Michel Soucar, pays à l'honneur, Cuba. Voilà pour les titres, à tout de suite. Qu'il est à spécial promotion top-up Natcom là, sorti mardi pour arriver jeudi, depuis yon moun lot bot le recharger en 5 à 7,99$ sur l'île Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir recharge en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Le chaque département vient distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Comme promis, la commission consultative présidentielle chargée de proposer une solution à l'actuelle crise politique a remis son rapport ce mardi au chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel en présence de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et du secteur privé des affaires. La commission avait insisté pour que la cérémonie soit ouverte à la presse en vue d'assurer une large diffusion de la proposition formulée au président Martelly pour sortir le pays de la crise. Le document comprend 3 catégories de mesures structurelles, conjoncturelles et 6 mesures d'apaisement. Parmi ces dernières, soulignant la démission du chef du gouvernement et de son équipe, la libération immédiate des prisonniers dits politiques, la constitution d'un nouveau conseil électoral provisoire et la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Plus de précisions avec le rapporteur de la commission consultative présidentielle, Evans Paul, au micro de Jasmin Denis. Petit A, la libération immédiate à travers le pays des prisonniers politiques qui n'ont pas été à date déférés devant leur juge naturel
et un arrêté de grâce en faveur de tous ceux qui sont déjà engagés dans une instance judiciaire. Petit b, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Cette démission ouvre la voie au président de la République pour engager les négociations en vue de la désignation au plus vite d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus. Petit c, la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Petit d, la démission des membres du Conseil électoral provisoire, CEP. Ce geste patriotique devrait permettre la formation d'un nouveau CEP. Petit e, l'adoption d'une trêve par les différentes composantes politiques permettant ainsi de créer un climat de dialogue. Petit f, l'organisation d'une rencontre entre le président de la République et les présidents des deux chambres dans le cadre de l'appréciation et la mise en œuvre de la présente solution. Il faut dire que la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique mentionne qu'il est impératif de trouver un compromis politique avant le 12 janvier 2015, date qui risque d'entraîner le dysfonctionnement du Parlement, ce qui conduirait le président de la République à diriger le pays par décret. La commission a donc prévu un calendrier pour l'application des mesures proposées. Autre point, le conseiller au département d'État, l'ambassadeur Thomas Shannon, a effectué cette semaine une visite de 2 jours en Haïti, sa deuxième en moins de 2 mois, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs acteurs de la crise politique actuelle, dont le président Michel Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte, des membres du Parlement, ainsi que des responsables de partis politiques. Dans une note datée du 12 décembre 2014, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a indiqué que M. Shannon a été impressionné par le progrès réalisé depuis sa dernière visite et a été particulièrement heureux de constater des avancées dans un dialogue politique dirigé par des Haïtiens. Le diplomate américain dit apprécier l'engagement des acteurs haïtiens dans l'avenir du pays. Les États-Unis continuent de soutenir une solution interhaïtienne en vue de la tenue d'élections justes et inclusives qui mettront le pays sur une voie de démocratie, de stabilité et de croissance économique durable, conclut la note. Le président Michel Martelly s'est adressé comme prévu à la nation dans la soirée du vendredi 12 décembre dernier dans une salle du palais présidentiel en face d'un public composé notamment du Premier ministre et des membres de son gouvernement, du président de la Chambre des députés et de membres du corps diplomatique et consulaire. Michel-Joseph Martelly a souligné les réalisations de son équipe pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. De là, il a campé un Premier ministre laborieux, dynamique, constructeur face à des opposants qui, en plus de manquer de volonté pour débloquer la crise, la compliquent en multipliant les manifestations de rue. Le président haïtien est également revenu sur ces différentes tentatives pour débloquer la crise politique et organiser les élections, des tentatives qui lui ont conduit aux consultations politiques réalisées entre septembre et novembre dernier, desquelles une commission consultative était chargée de puiser en vue de formuler une proposition de sortie de crise. Et c'est justement sur cette proposition que M. Martelly s'est prononcé vendredi soir. Je suis d'accord avec les mesures proposées, a affirmé M. Martelly. Seul le calendrier fixé pour leur application pose quelques soucis, a expliqué le président de la République. Son adresse, soigneusement nuancée, a laissé téléspectateurs et auditeurs sur leur faim. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte est prêt à démissionner. Il est prêt à faire ce sacrifice, a dit le président Martelly, qui a salué la détermination de Laurent Lamotte à aider le pays. Michel Martelly a annoncé des négociations à compter du 15 décembre 2014 avec les acteurs concernés par l'application des mesures proposées par la commission consultative présidentielle. Un extrait du discours du chef de l'État. Moins d'accord avec le rapport qui créait l'espoir pour l'unité qu'a faite dans le pays d'Haïti.
Et nous allons commencer le travail pour le mettre en application, pressé. C'est le bagage qui paraît urgent compliqué, c'est respecter à la lettre calendrier. Parce que en pile dans ça yo mandé pas dépendre d'un seul monde, yo pas dépendre des présidents. Dès lundi, m'a commencé chita avec tout acteur qui concerné par application recommandation ça yo. Sous question prisonniers que yo les prisonniers politiques yo. Moi tout vous dis, moi pas reconnaître moi-même en tant que président que le pays a gagné un monde qui est en prison pour cause politique. Moi déjà demandé ministre de la justice là pour faire en sorte que tout le monde qui est en prison capable de respecter et pour demander CSPJ pour demander tout juge accélérer la procédure sur dossier tout le monde qui est en prison et qui est victime pour qu'il joindre justice. Fois ça, après tout sacrifice ça yo, moi t'ai souhaité que tout le monde, tout secteur, chaque institution, chaque pouvoir, chaque acteur politique nous pourra l'inviter dans chaque étape yo, jouer rôle yo tout bon vrai pour nous qu'à pressé faire bon genre élection pour nous qu'à renouveler démocratiquement personnel, politique là, pour le pays d'Haïti, qui a posé, et toutes petites les vivent dans la tête ensemble. Entre-temps, les entités de l'opposition radicale n'en démordent pas. Elles maintiennent la pression de rue sur le régime au pouvoir. L'aile dure de l'opposition politique en Haïti a tenu 2 journées consécutives de manifestations antigouvernementales à Port-au-Prince, les 12 et 13 décembre. Toujours dans le but d'exiger le départ de l'équipe au pouvoir. La manifestation de vendredi s'est terminée sous fond de tension. Les manifestants se sont violemment heurtés contre les forces de l'ordre à hauteur du Champ de Mars au moment où ils tentaient de tromper la vigilance des policiers et des soldats de la MINUSTAH déployant un cordon de sécurité les empêchant d'atteindre le Palais national comme destination finale. Jets de pierre, en échange de gaz lacrymogène, des agents de la force onusienne ont fait usage de leurs armes à feu, tirant ainsi plusieurs projectiles pour disperser la foule, comme le montrent ces images filmées par notre caméraman Yvan Seyid, filmées à couvert. Il faut dire que cette seconde phase des affrontements entre les policiers et les manifestants ce vendredi a mis fin à la manifestation de l'opposition. Plusieurs figures importantes de l'opposition politique ont été remarquées parmi les protestataires. Parmi elles, le porte-parole de la force patriotique pour le respect de la Constitution FOPA, qui est fraîchement libéré de la prison après s'être détenu pendant environ 1 mois et demi. Il faut dire que ce vendredi, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté pour réclamer le départ du régime tête-calé ainsi que la libération de leurs camarades considérés comme des prisonniers politiques suivés. Si nous avons il n'y a pas aucune légitimité populaire. Il n'y a pas de respect de la Constitution, mais il n'y a pas aucune légitimité populaire. Et bien, je dis, le peuple a dit, ni bouquet, et le peuple a aller jusqu'au pouvoir avec nous, parce que ce pouvoir, il a menti, et revendication du peuple là. Nous tendons, et nous-mêmes, famille Navalas, nous pouvons aller avec le peuple là, jusqu'à ce que la revendication la passe. Je dis là, nous pas ni en 57, nous pas ni en 84, ça veut dire c'est en 2014 nous avons droit pour nous manifester. Nous avons droit pour nous faire revendication de passer. Nous avons droit tous si nous pas le pouvoir pour nous dire démissionner. D'ailleurs, tout le monde constate, je dis là, eh bien, le peuple haïtien là, il presque perdu l'autorité. 2 intrigants, 2 délinquants, 2 voyous, occupent peut-être l'État, ils sont capables de faire tout le monde peur. Nous-mêmes, nous disons, nous déjà trop quoi nous à grand baka, nous pas. Toujours au chapitre de la mobilisation antigouvernementale, sachez qu'à Petit-Goâve, le Front mixte pour la libération n'a pas lâché cette semaine. Le Front a tenu de lundi à vendredi 4 journées de manifestation
en vue de réclamer le départ de l'administration au pouvoir. Des manifestations parfois émaillées de violence, comme celle de vendredi dernier où un jeune garçon a été amputé dans 2 de ses bras et 3 individus ont été arrêtés. Les agents de la police nationale d'Haïti ont dispersé à coups de gaz lacrymogène la manifestation de vendredi dernier à Petit-Goâve. Plus de détails avec Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio Télésignal à Petit-Goâve. Fomixan toujours a manifesté contre depuis des circonscriptions Petit-Goâve là, Jacques Stevenson Timoléon, et aussi il n'a pas apprécié président fini à la tête commune. Jusqu'à présent, on a dit manifestation a été encore doublée à nouveau parce qu'il est passé dans une zone qui n'est pas qu'on a habitué à faire depuis la séance manifestation qu'a fait. Je dis, après manifestation, Fomix pour Libération, on est sorti dans une zone Gaston, il était pris en route nationale D1, passé dans plusieurs rues, et après, il était gagné encore sur route nationale D1. Il est passé dans la localité Chaban, il est entré dans une Guinée, il est allé dans une zone qui est les rues de Noatou. Alors, il faut nous dire, zone ça, c'est des zones que, depuis des circonscriptions, il y a des partisans proches qui habitent dans le niveau de zone ça, il y a une information particulière sur la station de radio de la ville là, comme quoi que, dans la zone de député, il y a un partisan, manifestation Fomixan, pas capable de passer. Je dis, il n'y a aucun incident qui est enregistré sous parcours manifestation Fomixan, qui presque fait toute une journée, sous que béton, mais un seul objectif, départ, président Michel Joseph Martelly a tout le temps à la mode, et il a toujours fait sentir, il n'a pas adopté, donc, présence depuis les circonscriptions Petit-Goâve là. Mais il y a des nouveaux slogans tout, que nous sommes capables de prendre dans la bouche manifestants. Je ne veux pas Timoléon, je ne veux pas Timoto. C'est un slogan comme ça, manifestant, qui est dans la bouche, je dis, pour toute journée, il faut que nous disions la présence des unités spécialisées, à savoir UDMO, qui était sous toute parcours, accompagner manifestants. Pas de aucun incident qui était enregistré. C'est seulement la route nationale là qui était bloquée depuis bien bon matin et par la suite qui vient de bloquer. Il fait qu'on ait fait une semaine manche longue de manifestation jusqu'à ce qu'il y ait une satisfaction à toute revendication qu'il y a. Parlons justice à ce numéro de 56 minutes sans thèse. Les 2 militants politiques, membres de la FOPAC, Bureau Odiger et Ronnie Timothée, détenus depuis le 26 octobre dernier, ont recouvré jeudi dernier leur liberté. Ils ont bénéficié d'une main levée d'écrou du juge instructeur Lamar Bélisère, tout en restant cependant à la disposition de la justice, a informé l'un de leurs avocats, Mario Beauvoir. Bureau Odiger et Timothée Ronnie ont été accusés, entre autres, de destruction de biens privés et d'incitation à la violence. Ils ont été arrêtés le dimanche 26 octobre dernier en pleine manifestation de rue organisée par les entités les plus radicales de l'opposition politique en Haïti. Autre point de l'actualité de la semaine, célébration le 10 décembre dernier de la Journée internationale des droits humains. Pour marquer la date, la section des droits humains de la MINUSTAH et l'Office de la protection du citoyen OPC ont conjointement organisé à la Croix des Bouquets une série d'activités culturelles autour du thème 365 jours, droits moun chaque jour compté. L'occasion pour le chef adjoint de la section droits humains de la MINUSTAH, Anne Fuller, de dresser un tableau assez sombre du respect des droits de la personne en Haïti. Écoutons Anne Fuller qui intervenait au micro de Arnold Dorseus et Samus David François. Haïti fait un pile pas depuis 1986. Un pile pas, mais il y a un pile route toujours pour prendre. Et nous connaissons ça, nous tous reconnaissons ça. Il y a une revendication qui fait un pile pas devant ces droits pour nous parler libérés. C'est vrai qu'il y a des incidents, qu'il y a des fois ça n'a pas toujours respecté, ça arrive dans tout le pays. Mais par rapport à avant, oui, radio, télévision, journal, on a parlé. On est capable d'organiser, opposition, gouvernement capable d'organiser. Oui, parfois il y a des problèmes et nous, oui, ces derniers mois, il y a des problèmes politiques dans le pays et parfois il y a des confrontations entre les forces d'ordre et des manifestants qui abat ou qui va proclamer ça, ils ont passé. Mais Haïti a bâti le système d'état de droit. La police, c'est objectif pour créer une police qui respecte les droits de tout le monde, une justice pour respecter les droits de tout le monde, un système des administrations publiques qui respecte tout le droit du monde. Alors, ça, c'est notre objectif pour le gouvernement, ça. C'était notre objectif pour le gouvernement, mais il y a un pile de travail qui est fait. Ça c'est clair. Nous tous qu'à constater. Nous ne pouvons pas dire nous satisfaits avec ces situations journalières.
La protectrice du citoyen haïtien, Florence Elie, qui participait à cette célébration, a exprimé ses préoccupations face aux difficultés qui empêchent la lutte contre la détention préventive prolongée de donner des résultats satisfaisants dans le pays. Florence Elie a profité de la circonstance pour encourager tous les citoyens à réfléchir sur la question en vue de donner leur point de vue pour que la justice de leur pays cesse d'être partiale. Florence Elie. Déclaration universelle là, il y a la constitution haïtienne. Et nous connaissons que ce n'est pas la constitution, seulement il y a un préambule là et il y a un premier paragraphe préambule là. Je pense que c'est son bail très symbolique. Et droit de l'homme, pour le moment en Haïti, c'est une question pour nous pencher sérieusement sur lui, parce que l'état de droit, un pays n'a pas existé, un pays qui est bien organisé, il n'a pas exister sans un état de droit solide. Or, état de droit veut dire justice, état de droit, il veut dire suivre la constitution, il veut dire suivre le royaume. Donc, je pense que ça prend une occasion aujourd'hui, comme il a répercuté la question faite ça dans toutes les médias, là pour l'occasion pour nous réfléchir sur la participation, parce que chaque monde a un bagage qui dit dans la question de justice là. C'est pas chita tant l'autre monde fait. Je pense que chaque monde est roi pour jouer et moi avec exhorter, encourager tout le monde, surtout pour respecter la dignité. Avoir dit qu'il y a le premier article de déclaration de droit de l'homme. Et de partir du point de dignité monde, tout le reste va découler. Si on respecte le terre, on va respecter le monde. Et si on respecte le monde, normalement, la question de l'homme a fini au bagaille pour couler de soi. Association professionnelle des magistrats, c'est le nom d'une nouvelle structure regroupant des juges et des commissaires du gouvernement qui a été présentée à la presse mardi dernier avec un comité de 9 membres. Cette association se propose de faire la promotion d'un état de droit équitable dans le pays. L'APM croit que la crédibilité de la justice est fondée sur l'indépendance de la magistrature, l'honnêteté et la probité des magistrats. Ludmila Marc et Yvan Saïd ont assisté à la présentation de cette association. Suivez leur reportage. Promouvoir une justice accessible, efficace et humaine en Haïti, assurer la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des magistrats, entre autres objectifs fixés par l'Association professionnelle des magistrats. Une nouvelle structure lancée officiellement ce mardi à Port-au-Prince par une douzaine de magistrats. Un regroupement qui a pris naissance dans un contexte sociopolitique très difficile, souligne son président Wando Saint-Villiers, juge au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. L'association a pris naissance dans un contexte très difficile, très particulier où la justice figure parmi les institutions les plus décriées du pays. Dans l'opinion du public, la justice est entre autres qualifiée de corrompue, de partial et d'inefficace. Un comité directeur de 5 membres coiffe l'association professionnelle des magistrats, interviendra également dans toutes les assises judiciaires pour un état de droit équitable, promet Maître Saint-Villiers. Les organes d'information et de communication, etc. Organiser toute activité collective ou participer à toute action organisée par d'autres en vue de la défense et de la promotion de ses objectifs ou pour se faire mieux connaître au sein et à l'extérieur de l'institution judiciaire. Notons que l'Association professionnelle des magistrats est la deuxième structure associative créée au sein du secteur judiciaire haïtien. La première s'appelle Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, créée en 2003. Environ 68 jeunes professionnels ont reçu vendredi un certificat dans le cadre de la formation en droit international des droits de l'homme, initié conjointement par l'ambassade de France en Haïti, à l'initiative de la société civile. Au cours d'une cérémonie organisée à l'école de la magistrature à Frères, le directeur exécutif de l'ISC a précisé qu'il s'agit de la 3e session de ce genre autour des droits de l'homme portant sur des instruments juridiques internationaux tels la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Le responsable de l'ISC a exhorté les récipiendaires à user de leurs connaissances en faveur du respect des droits des enfants. René Desroches, au micro de Tom Dumont et Fézé Mathieu. C'est 3e édition que nous gagnons à ça.
et nous espérer l'année prochaine, nous pourrons gagner l'autre édition sur l'autre thème et nous espérer que nous pourrons gagner autant de candidatures que l'année ça. Il y a 403 candidatures, malheureusement, nous sommes capables de prendre seulement 85 qui participaient véritablement. Et ça qui est intéressant pour nous noter, c'est que l'année ça, ce n'est pas seulement des avocats, des juristes, des commissaires, des juges que nous avons tous des professeurs, des psychologues, des travailleurs sociaux, tout le monde qui travaille dans le domaine, n'est-ce pas, de la protection des enfants. Nous avons un pile cadre du ministère des Affaires sociales tout, qui était là avec nous et nous avons 4 lauréats, n'est-ce pas, qui sont sortis dans la session de formation ça. Bon, traditionnellement, les lauréats, ils ont été convoyés en France, à Strasbourg, au mois de juillet, pour aller suivre un cours encore plus intensif, plus long dans l'Institut international. Alors, année ça, nous avons une surprise. Au lieu de un seul, c'est 4 nous gagnons. Donc, nous pourrons voir comment nous sommes capables de faire pour que tous les 4 soient capables d'aller pour profiter de cours. Cette formation va permettre aux bénéficiaires de mieux s'exercer dans leurs professions respectives, affirmé la représentante de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, Muriel Sonigme Sangbana, qui participait à la remise de certificats aux 68 jeunes professionnels. Cette formation est une vraie réussite, s'est réjoui Muriel Sonigme Sangbana. On l'écoute au micro de Tom Dumont et Fézé Mathieu. Sur les 85 personnes ayant participé au test, seules 17 personnes n'ont pas réussi. Le taux de réussite s'élève donc à 80%, un taux record, avec 4 personnes ayant obtenu la meilleure note, dont une femme. Vos commentaires sur les apports du cours sont tout autant positifs. Vous avez en effet considéré que vos attentes ont été comblées, comme nous pouvons le constater dans quelques commentaires qui suivent. Les cours ont été très utiles pour renforcer nos connaissances dans le domaine des droits de l'homme, des droits de l'enfant et du droit international. Aussi, pour actualiser nos connaissances de certains articles, protocoles et arrêts dans le domaine des droits de l'homme. Pour certains d'entre vous, cette formation vous servira dans l'exercice de vos fonctions et dans différents domaines. Les avocats, juges et magistrats ont beaucoup apprécié l'approche internationale de l'interprétation des textes nationaux. Les policiers, ayant mieux compris les droits de l'enfant, reconnaissent le besoin de changer de comportement, spécialement en ce qui concerne les enfants en détention. Les travailleurs sociaux, notamment dans les orphelinats, estiment que la formation leur a permis de mieux connaître les droits des enfants. Le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou est l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause, mesdames, messieurs, dans la perspective d'élaborer une loi cadre permettant une meilleure harmonisation du partenariat public-privé, le ministère de l'économie et des finances a organisé les 8 et 9 décembre dernier un atelier de 2 jours à Pétionville. L'objectif est d'approfondir les besoins des secteurs en termes de collaboration avec l'État et aussi modifier le cadre en vigueur pour renforcer les programmes de développement du secteur privé. Le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Desembre, fait remarquer qu'un partenariat solide entre les secteurs publics et privés en Haïti pourra générer beaucoup plus de revenus au pays. Ronald Desembre était au micro de Ludmilla Marc et faisait Mathieu. Le document, ça, c'est un document qui est préparé pour mettre un cadre. Pour cette là, c'est créer un cadre réglementaire, un cadre légal. Le partenariat doit être fait dans plusieurs sens, il doit être fait pour plusieurs domaines. Nous avons plusieurs partenariats qui sont faits déjà. Public-privé, dans le domaine de l'eau, l'électricité, l'énergie qui fait déjà. Mais généralement, c'est des partenariats qui fait de manière sporadique, souvent de manière impromptue. Bon, nous avons besoin de développer tel secteur-là et puis nous devons créer un partenariat. Mais généralement, le partenariat n'est pas réglementé par une loi, par un texte réglementaire, pas de cadre réglementaire préalablement qui était préparé, qui était pour permettre que et partenariat ça a exercé dans le pays. Donc maintenant nous venons faire ça là matin parce que on connaît que généralement les ressources courantes, les ressources que l'État dispose à pas permettre les mêmes seuls entrer dans une série de secteurs pour développer le secteur. Il ne pas permettre que les mêmes avec ressources des créations d'entreprises qui fait dans le pays. Mais nous sommes que si dans le cadre de partenariat, si nous mettons avec le secteur privé, pas seulement le secteur privé local, le secteur privé étranger, tout secteur privé de manière générale, et maintenant capable de capitaux, capable de des moyens financiers nécessaires pour nous capable d'intervenir dans une série de domaines qui sont vitaux pour le pays et qui pour générer emploi, qui pour permettre une croissance, qui permettent que d'avancer. 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 58,5% vit dans la pauvreté. C'est ce qu'a révélé une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale au cours de l'année 2013 et dont le rapport a été présenté ce jeudi. La ministre de l'économie et des finances qui participait à la présentation de cette étude a évoqué la nécessité d'investir dans des domaines tels l'agriculture, l'éducation et la santé afin de réduire la pauvreté de manière durable dans le pays. Marie-Carmen Jamari déplore en outre qu'il n'y ait pas de grandes entreprises en Haïti qui soient capables de générer beaucoup d'emplois. Elle déplore que la majorité des entreprises du pays soient à caractère familial. Marie-Carmen Jamari au micro de Tom Dumont et faisait Mathieu. Pour investir dans l'humain, dans l'éducation, pour investir dans l'économie, pour nous si dans 10 ans, que nous retournons vers Chita, pour nous gagner même exposé, même constat, et puis pour nous répondre même question, et puis pour nous expliquer pour qui ça que nous pas jamais avancer vraiment sur la voie du développement et de la croissance et du développement. Nous qu'on suivre la bourse. Le n'a regardé, le a parlé de l'entreprise qu'on est là,
ne peut pas parler de l'entreprise là comme entreprise famille X, famille Y ou famille Z. C'est des entreprises qui appartenues avec un paquet de monde qui jugeait que l'entreprise ça suffisamment rentable et bien gérée pour investir comme là, n'a pas besoin de garder qui j'ai entreprise là à gérer. Ça qui intéresse c'est que le place son cob et le connaît un revenu, un dividende qui vient joindre, un profit qui vient joindre. Donc c'est pas le cas en Haïti et nous considérons ça comme un frein à la croissance et au développement en Haïti, c'est le fait que nous pas qu'à dépasser stade si entreprise familiale pour nous vers des entreprises qui vraiment anonymes côté ça qui est important pour l'entreprise là, c'est capacité gestionnaire là qui directeur général là et non pouvoir mettre entreprise là gagner sur entreprise là. Que faire? Ça dépend de nous, nous qu'a faire. Nous qu'a décider nous tous ensemble qui kembe micro, qui kembe caméra, nous créons une grosse société de presse côté nous chaque actionnaire là-dedans et que nous connaissons nous mettre en tête nous que malgré nous actionnaires là-dedans mais pas pour nous. Il pour nous toutes. Et le ça nous pral choisir moun que nous connaît qu'à gérer là vraiment nous pas pral bataille pour nous gain titre PDGA c'est problème ça parce que nous par rapport c'est nous chef c'est pour moi mais nous préférer gagner 10% dans 10 goudes nous préférons gagner 100% dans 10 goudes que nous gagner 1% dans 1 million de goudes. Le ministre de l'Éducation nationale suggère d'investir dans la formation des maîtres de manière à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Nespi Maniga déclare en outre que s'il faut combattre la pauvreté dans le pays, le budget alloué à l'éducation doit être doublé au cours des 5 prochaines années. Nespi Maniga. Chance que nous avons tout le monde pour que demain, nous capable de créer croissance. Et si c'est comme ça qu'on a fait, ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait une chance pour avoir accès à une école de qualité. Eh bien, discussion, ça te permet que nous préciser, après un pile analyse que nous faisons, que le secteur éducation, dans les 2, 3, 4 prochaines années, il faut doubler le budget que le gagne. Mais pas doubler pour gérer l'éducation, j'ai la fête qu'on y a. C'est plus comme pour nous faire l'autre qualité de gestion tout de l'école là. Donc c'est deux grands défis système éducatif là aujourd'hui. Pendant que nous avons bataille pour que nous changions le programme, nous ouais ça les curriculum, travail ça pas qu'à fait si que comme pays nous pas mettre plus budget dans l'éducation. Donc nous sommes fait plaidoirie là pour que dans les 2, 3, 4 prochaines années pour que pratiquement nous a doublé le budget ministère de l'Éducation nationale, mais à condition tout, c'est responsabilité ministère pour que il encourager à deux bras pour le réformer secteur là pour éviter qu'un gaspillage dans plus de ressources que le ta joindre et surtout faire ça qui est important. Pas en l'école seulement côté 100% de monde aller mais on pas réussi. C'est 100% de monde chita à l'école là mais on réussi, yo apprendre un bagage qui utile yo. C'est comme ça seulement capable bataille contre pauvreté parce que nous pas qu'on stade hélas pour nous séparer richesse dans le pays, ça nous obligation pour nous faire qu'on y a tout de suite, c'est séparer chance pour tout le monde gagner pour avoir accès à l'école de qualité. Le Premier ministre a visité ce vendredi la centrale de l'EDH à Carrefour en vue d'évaluer les travaux de réhabilitation en cours au niveau de cette usine. Laurent Salvador Lamotte informe que ces travaux devraient conduire à une augmentation de 30% de la capacité de l'EDH, ce qui permettrait d'assurer une meilleure distribution du courant électrique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à partir de janvier 2015, financé à hauteur de 15 millions de dollars américains tirés du fonds Petro-Caribé. Ces travaux de réhabilitation rentrent dans le cadre du plan de redressement de l'EDH mis en œuvre par l'administration Martelly Lamotte, soutient le chef du gouvernement au micro de Esaü César et Wendy Henry. Nous engagés, l'État engagé, le gouvernement engagé pour que nous améliorer le secteur ça, qui est tellement vital pour le développement pays, pour l'économie pays, il faut que nous levions des défis ça. Et c'est pour ça que nous mettons toutes mesures possibles pour que le secteur ça lui-même soit plus productif, pour nous capable plus courant. Donc dans ce sens ça, nous avons visité la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères Venezuela, réparation 40 MW de l'usine Carrefour 1. Donc ça qui peut très certainement améliorer la production d'énergie dans le mois qui venir. Nous avons travaillé tout avec différents partenaires du secteur privé pour que nous soyons capables de des partenariats avec EDH pour que nous complémenter l'autre. Donc l'idée ce n'est pas pour nous remplacer l'autre, c'est pour nous complémenter l'autre pour que
eh bien, nous sommes capables d'avoir une meilleure production courant à travers le pays. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers la Fédération d'élus des collectivités territoriales et le programme de coopération municipale Haïti-Canada, a inauguré jeudi la maison des collectivités dans la commune de Delma. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'appui aux fédérations des collectivités, a précisé le ministre de l'Intérieur. Réginald Elva dit espérer que ce regroupement va favoriser une meilleure synergie entre les fédérations et les associations des collectivités en faveur de la décentralisation prônée par l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte. Réginald Elva est au micro de Florence Lisney et Max Joseph. L'événement de ce jour s'inscrit dans la continuité des actions en appui aux 3 fédérations nationales des collectivités territoriales. Aujourd'hui, avec un financement du programme canadien des municipalités, la FENAMA, la FENACA et la FENASEC sont logés dans un même bâtiment. Ce regroupement va sans nul doute favoriser le développement des synergies, la mutualisation des moyens et aussi contribuer au réseautage des acteurs chargés au quotidien de gérer et de mettre en œuvre la décentralisation. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ici l'intérêt du gouvernement à la cause de la décentralisation. En effet, le gouvernement de la République s'est engagé à favoriser l'inclusion du plus grand nombre de citoyens dans la gestion de leur communauté, en organisant et en fournissant l'expertise aux collectivités territoriales qui sont au cœur du dispositif destiné à initier une dynamique de développement pour le bien-être de la population. La mise en place de cette maison des collectivités territoriales représente une étape importante dans le processus de renforcement des associations, mais il est impératif qu'elles s'enracinent dans les collectivités territoriales elles-mêmes qui doivent pouvoir et vouloir porter et défendre leurs associations. Lancement le 12 décembre à Pétionville de la trousse de communication et de plaidoyer en gestion de risques et désastres. Il s'agit d'un nouvel outil qui sera utilisé dans le cadre des efforts de communication avec la population pour une meilleure compréhension des risques et désastres, a expliqué la directrice de la population civile, Alta Jean-Baptiste, au micro de Esaü César et Wendy Henry. L'idée de la réalisation de cette trousse qui propose plus de 450 documents et supports de communication possède du souci d'améliorer et d'harmoniser les interventions en gestion des risques et des désastres. Cet outil qui est appelé à évoluer et s'enrichira à chaque fois des nouvelles technologies de l'information et de la communication sera mis à jour sur une base régulière, toujours avec la contribution des acteurs qui souhaiteraient promouvoir leurs actions. La trousse, organisée par thème, par outil ou public cible, est un programme d'utilisation simple et de présentation très claire où l'on peut naviguer d'une rubrique à l'autre à partir d'un menu principal où chaque rubrique propose un corpus de documents téléchargeables librement. Le ministre de l'Éducation nationale a signé mercredi avec son homologue cubain un accord de coopération visant à renforcer la campagne d'éducation lancée par l'État haïtien sous le thème « Oui, moins capable » selon Nespi Maniga. La signature de cet accord constitue une deuxième étape dans la coopération haïtiano-cubaine en matière éducative, démarrée depuis 1999. Le titulaire du ministère a précisé que cet accord, qui est à la fois technique et financier, prendra en compte également le niveau fondamental et la formation des maîtres. Nespi Maniga au micro de Tom Dumont et Fézia Mathieu. Coopération, ça n'a pas renforcé dans plusieurs domaines. N'a pas renforcé dans le domaine, ça qui était déjà là depuis 1999 avec Haïti, c'est dans le domaine alphabétisation. Côté que nous allons signer qu'on y est là, il y a une prochaine convention qui pourra permettre que nous lancions la 6e étape campagne alphabétisation pour que nous soyons capables d'aller plus loin
que ça nous fait jusqu'à présent, aujourd'hui, côté Cuba, aider nous, depuis nous commencer coopération, alphabétiser plus passer 400 000 compatriotes haïtiens. Deuxième partie coopération, il parle très important, c'est pour la coopération côté que Cuba va appuyer le gouvernement haïtien, le ministère, pour capable, premièrement, aider nous, ça nous le curriculum l'école haïtienne. Basé sur l'expérience que Cuba fait la Cali, qui presque semblait avec ça l'a fait aujourd'hui, parce que Cuba, même gens que Haïti, ils ont l'école de base de 9 années, et puis après ça, il y a 3 années qui conduit mon à baccalauréat. Et c'est seulement après mon fin passé 12 ans ça que vous fait une évaluation nationale dans le pays Cuba. Donc nous avons échangé, discuté sur ça. Cuba parler de nous tout dans la deuxième partie coopération, fait programme formation des maîtres que nous gagnons là. Pour sa part, la ministre cubaine de l'Éducation a indiqué que 400 000 personnes ont été alphabétisées lors du premier lancement de la campagne en 1999. Ina Elsa Velasquez-Cobilla a exprimé sa satisfaction puisque du fait que son homologue haïtien ait pris en compte le niveau fondamental et la formation des maîtres dans le cadre du dit accord. Ina Elsa Velasquez-Cobilla au micro de Tom Dumont et Fézé Mathieu. C'est une satisfaction tout, penser que le ministre n'a pas seulement pensé dans le cadre de l'alphabétisation, sinon il pensait pour renforcer la préparation professionnelle, méthodologique dans le cadre de direction, dans tout directeur écoliers, ainsi que tout professeur qui a besoin de préparation dans le cadre de l'éducation nationale. Y en este interés que ha mostrado el ministro, tendrá todo el apoyo de l'Éducation nationale dans le pays d'Haïti capable de compter sur le ministère de l'Éducation nationale de Cuba parce que nous sommes capables d'appuyer dans tout ce qui concerne l'éducation. Mais la brigade éducative cubaine dans le pays d'Haïti qui est capable de continuer la préparation, la capacitation, la formation de superviseurs, facilitateurs pour nous capables d'avancer dans le processus d'alphabétisation. Con el objetivo de poder alfabetizar a todas las personas que estén en disposición de hacerlo. Dossier santé à ce 56 minutes synthèse, le ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration avec l'Office de Management et des Ressources humaines, a organisé cette semaine un atelier de 2 jours portant sur l'orientation méthodologique des responsables centraux et départementaux du MSPP en vue de l'élaboration d'un plan annuel de formation. Selon Georges Dubuche, directeur général du MSPP, cette activité vise à renforcer la compétence des cadres du ministère de la Santé dans la perspective d'améliorer la qualité de soins fournis par le ministère. Le MSPP couvre actuellement environ 70% de la population. Pour atteindre la barre de 100%, il faudra poser d'autres actions, notamment un changement de mentalité et l'application de connaissances, soutient Georges Dubuche au micro de Frigine Vanessa Dossiné et Fézé Mathieu. Le ministère de la Santé publique et de la Population lance ses activités aujourd'hui avec des cadres pour déterminer quels sont effectivement les niveaux de compétences à développer chez les cadres du ministère, tant au niveau central qu'au niveau départemental, afin d'arriver à apporter la meilleure qualité de soins et de services à la population haïtienne. Jusqu'à date, effectivement, nous arrivons à couvrir 65 à 70% de la population, mais pour arriver à couvrir 100% de la population, beaucoup d'efforts sont nécessaires. Et ces efforts partent depuis la formation, dans un travail de changement de mentalité, dans un travail d'application de connaissances utiles pour pouvoir effectivement changer la donne, changer le paradigme. Pour sa part, le coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources humaines, Ida Antoine, indique que cette formation permettra au ministère de la Santé publique d'assurer un cheminement de carrière à ses fonctionnaires. Le plan annuel de formation donnera lieu au ministère de la Santé d'avoir des professionnels compétents à même de fournir des services de qualité à la population. Écoutons le coordonnateur général de l'OMRH, Ida Antoine. La formation, comme vous le savez tous, c'est aussi l'instrument privilégié pour accompagner les fonctionnaires dans un cheminement de carrière, tout en permettant au ministère d'atteindre ses objectifs stratégiques
de s'assurer d'avoir des professionnels ayant les compétences requises pour accomplir leurs tâches, de fournir des services de qualité à la population. De plus, dans le cadre de la mise en place du système d'évaluation de la performance dans la fonction publique, quand le fonctionnaire est évalué, ses forces sont reconnues et les compétences qu'il doit acquérir sont identifiées, ce qui peut aider à établir un plan de formation réaliste dans un contexte de développement, autant pour le fonctionnaire que pour l'institution. Dès lors, vous comprendrez aisément que c'est avec grand plaisir que l'OMRH prend part à cet atelier de 2 jours pour permettre aux directions centrales et départementales du ministère de la Santé publique et de la Population de s'entendre sur une méthodologie visant à établir un plan annuel de formation répondant aux besoins réels du ministère et de ses ressources humaines, de partager et de proposer aussi des outils d'identification, de planification, d'évaluation et de suivi permettant d'adresser les besoins en formation de ces fonctionnaires. Et Culture à présent, du 12 au 14 décembre, la ville de Jacmel accueillera la 3e édition du marché de Noël, des activités telles exposition de peinture, organisation d'une foire du livre, des séances de chant et de danse rythmeront cette 3e édition, selon ce qu'a annoncé la directrice départementale du tourisme du Sud-Est, Ditni Jean Raton, précise également qu'au cours de ces activités festives, une cérémonie sera organisée pour marquer la nomination de Jacmel comme ville de l'UNESCO dans le domaine de l'artisanat. Ditni Jean Raton au micro de Tom Dumont et Fézia Mathieu. Pendant que nous sommes boulevard, nous avons continué par cours dans cette historique pour que nous puissions gagner un défilé fanfare avec le Père Noël, avec Timouniou et invité. Nous allons traverser route du commerce, côté que nous avons un paquet d'architecture de maisons ferrées en France de Caraïbes. Nous avons avancé pour inaugurer une crèche de Noël qu'a fait en papier mâché. Donc, c'est une activité qui mettait en évidence, comme tu as dit, artisanat, décoratif et utilitaire, et nous mettons dans toute une activité autour de Père Noël. Donc, samedi 13 décembre, nous gagnons de concert avec le ministère de la Jeunesse, des Sports, Action Civique. Nous gagnons des séances d'aérobie qui nous fait sur le volant à partir de 3h du matin à 6h du matin. OK? Et puis 10h du matin, centre de convention, nous allons faire des festivités pour nomination Jacmel comme ville UNESCO de l'artisanat et des arts populaires. Et puis l'historien et professeur Michel Soukar, invité d'honneur de l'édition 2014 de la Foire internationale du livre d'Haïti, a affirmé que cette opportunité est pour lui un signe d'encouragement, l'incitant à produire davantage. L'auteur en a profité pour parler de ses ouvrages d'histoire et de romans en exposition dans cette foire. Le professeur Michel Soukar au micro de Max Joseph. Pour moi, c'est un encouragement à continuer à travailler davantage, produire de meilleures œuvres dans tous les domaines. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas un couronnement, ce n'est pas une consécration, non. C'est juste cela, c'est un encouragement. La fois là, il y a des conseils de livres qui sont sortis, par exemple, aux éditions Cétois, aux éditions Mémoire de Crier. Les livres, ça va bien pour sortir, que ce soit les livres d'histoire sortis dans l'édition Cétois et les romans sortis apparaître dans Mémoire de Crier. Mémoire de Crier a présenté Courage et Phare, La prison des jours, La dernière nuit de Cécinatus le Comte. Et puis dans ces trois, il y a la radiographie de la bourgeoisie haïtienne. Et puis les titres de la collection de textes retrouvés, qu'on peut faire publier des anciens textes d'historiens haïtiens qui disparaissent de la circulation depuis longtemps, que c'est moi-même qui présentais ou qui choisis le travail sur eux. Donc il y a plateau. Le 19 et le 20 décembre, a gagné la vote signature au Centre culturel Brésil-Haïti de livre que je consacré au musicien haïtien Raoul Guillaume. Et le livre là va accompagner de mon CD qui a regroupé les meilleures compositions de Raoul Guillaume. Tous les deux avant vote, donc dans 2 jours de vote signature qu'a fait, de 9h à 3h de l'après-midi dans le Centre culturel Brésil-Haïti à 1500 gouttes. Donc c'est le dernier bail que nous avons produit pour clôturer l'année 2014. En 2015, après l'autre année. Le rappel des titres avant de refermer ce numéro de 56 minutes synthèse. Michel-Joseph Martelly est d'accord avec les mesures proposées par la commission consultative pour résoudre l'actuelle crise politique. Le chef de l'État annonce des pourparlers avec tous les acteurs concernés par leur implication à compter du lundi 15 décembre 2014.
Entre-temps, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte se dit prêt à démissionner de son poste pour débloquer la crise politique actuelle. Le président de la République a salué le courage du Premier ministre et a appelé les autres acteurs de la crise à consentir des sacrifices dans le même sens. La branche radicale de l'opposition politique en Haïti intensifie la mobilisation contre le pouvoir en place. Elle maintient ses manifestations de rue ces 12 et 13 décembre à Port-au-Prince, toujours pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers dits politiques. Le niveau de vie en Haïti n'a pas progressé ces 10 dernières années, c'est ce que révèle une étude conduite par la Banque mondiale et l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Au cours de l'année 2013, 28,7% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté et 58,5% vit dans la pauvreté. Les signatures d'un accord de coopération entre les ministres haïtiens et cubains de l'éducation, un accord sur 2 ans qui touchera des aspects techniques et financiers en vue de renforcer la campagne de l'éducation lancée par l'État haïtien. Et puis, sachez que la 2e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti est lancée à Port-au-Prince. Une centaine d'écrivains vous attendent jusqu'à dimanche au palais municipal de Delma. Invité d'honneur, l'historien Michel Souka et puis pays à l'honneur, Cuba. Voilà qui met un thème à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.